Bon alors si en ce moment vous avez envie de vous acheter un écran OLED mais que vous ne comprenez absolument rien aux gammes, au catalogue ou aux fiches produits des constructeurs, eh ben pour le coup c'est normal et vous n'y êtes pour rien. Parce qu'avec 5 générations, 2 fabricants de dalles et plus de 23 marques différentes qui les proposent, c'est tout à fait normal d'être perdu. Salut tout le monde, moi c'est Noix de Citron, je suis donc créateur de contenu spécialisé dans la tech mais surtout dans les écrans que je vais d'ailleurs régulièrement tester sur ma chaîne en essayant de varier les marques et les modèles. Et j'ai aussi un format un peu comme celui-ci qu'on appelle le Zest dans lequel je reviens sous un format un peu plus podcast, live, chill, etc. avec moins de montage sur l'actualité tech ou sur la vulgarisation de technologies. Et vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de l'OLED. Et pour illustrer mes propos, je vais me baser sur un article que j'ai publié récemment sur mon site noixdecitron.tech et que vous retrouverez en lien dans la description, intitulé l'OLED sur PC, comprendre les différentes générations, un guide de 2022 à 2026. Je reviens au travers de celui-ci sur année après année, donc génération après génération, avec une petite intro sur ce que nous avions avant les écrans OLED en termes de premium pour le gaming, et surtout quelques petits points bonus, notamment sur les différentes technologies de revêtement, sur la luminosité, quelques petites normes, mais surtout les pièges à éviter. Mais commençons sans plus attendre. Ce qu'il faut bien retenir et bien comprendre, c'est que toutes les marques ne produisent pas des dalles. C'est important. Vous voyez là par exemple, je vous en ai listé une vingtaine. On peut citer par exemple Alienware, Rogue, MSI, Aorus, etc. Eux, ce sont des fabricants. C'est pas des constructeurs de dalles. Les dalles, elles vont surtout être partagées par LG Display et Samsung Display, avec respectivement des dalles WOLED et QD OLED. Vous inquiétez pas, là ça peut paraître un peu compliqué, mais après j'ai plein d'exemples imagés. Vous allez voir, c'est très simple. Samsung et LG ne sont pas les seuls constructeurs de dalles dans le monde, mais c'est eux qui vont se partager ce marché du premium OLED gaming. Donc tous les écrans gaming de 27, 32, 34 pouces, etc., c'est eux qui les produisent. Ensuite, ils vendent leurs dalles. Ils vendent les designs de référence à, justement, Alienware, Rogue, MSI, etc. Et derrière, eux, ils vont fabriquer l'écran, c'est-à-dire le produit fini. Donc le revêtement, le châssis, la connectique, les LED, etc. Et c'est bien ça qu'il faut retenir. Si toutes les marques proposent des écrans, toutes les marques ne fabriquent pas de dalles. Maintenant, on va commencer par le premier chapitre. Qu'est-ce que nous avions avant l'OLED? Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais il y a eu un avant, et surtout un avant qui n'était pas forcément si intéressant que ça en termes de rapport performance-prix. On a par exemple pour l'e-sport. Si c'était vraiment quelque chose qui vous intéressait, du moins du compétitif à l'époque, on avait une belle référence de chez Zowie, une marque qui appartient à BenQ, le XL2546K, un écran TN de 24,5 pouces en 1080p 240 Hz. Il était vendu combien? 540 €. C'est en ça que je trouve que ce sujet est intéressant, du moins ce petit chapitre. On a des écrans TN, il y a quelques années, qui sont plus chers que certains écrans LED neufs qu'on a aujourd'hui. Et pourtant, le TN n'est pas encore dépassé. On a par exemple utilisé pour la compétition Counter-Strike Major de 2025, donc c'était pas vieux, il y a que quelques mois à Budapest, le XL2586X+, toujours de Zowie, toujours à 24 pouces en 1080p, mais cette fois à 600 Hz. Et là, on est sur un écran TN plus cher qu'un écran OLED. Je vous invite également, c'est ce que je vous disais, il y a le lien dans la description de la vidéo, n'hésitez pas parce que dedans je mets tous les hyperliens, c'est tous les petits mots qui sont estampillés d'une couleur bleue, qui vous redirigent à chaque fois vers la source ou la fiche du produit dont je parle. Et cet écran-là, je crois qu'il est vendu quand même dans les 1200 €. Toutefois, si, à l'époque, avant les écrans OLED, vous vouliez autre chose qu'une dalle TN pour du gaming, donc on évitait déjà le VA qui à l'époque était pas terrible, mais il fallait de l'IPS. Et l'IPS, aïe 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 aïe, qu'est-ce que c'était cher. Attendez, je cache le prix, voilà, si vous ne vous êtes pas spoil en lisant ce qu'il y avait à l'écran. À une époque, donc en 2016, et je l'avais acheté cet écran, ça m'a fait mal, il y avait que 2 écrans, seulement 2, qui étaient certifiés G-Sync, donc avec une puce Nvidia à l'intérieur. Il n'y en avait que 2. Il y avait le Egon, le AG271QG, et selon vous, combien ça coûtait en 2020, je vais pas y arriver, combien ça coûtait en 2016 un écran QHD IPS de 27 pouces, 165 Hz, sans HDR, en HDMI 1.4 et DisplayPort 1.2. C'est pas une fiche technique incroyable. Et bien cet écran, il coûtait 799 €. Plus cher que la dernière génération de dalles OLED que nous avons aujourd'hui. Et il n'y en avait que 2, je le rappelle, à l'époque, il n'y avait que 2 refs avec les puces Nvidia. Et d'ailleurs, l'écran est ici, là vous avez une photo de mon ancien setup en 2017. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de se rappeler qu'est-ce que nous avions avant en termes de dispo et de prix. Et si jamais vous vouliez mieux que ça, ou du moins
plus grand, bah, là aussi je l'ai eu, c'était l'Alienware AW3821DW, une référence que si vous avez encore chez vous, franchement gardez-la, parce qu'elle est incroyable, déjà parce qu'elle a un format qu'on a de moins en moins sur le marché aujourd'hui, c'est du 21 neuvième en 38 pouces, 3840 par 1600 pixels, G-Sync Ultimate et HDR 600, et ben il était vendu entre 1300 et 1500 euros. Oui, pour un écran IPS, alors certes nano IPS, mais c'était pas un écran LED. Donc les écrans qui coûtent cher sur le segment premium, bah, ça l'a toujours un peu été. Les constructeurs n'ont pas attendu de vendre des écrans LED pour proposer des prix un peu plus chers. Et là vous avez là aussi une petite photo de mon setup à l'époque. Je sais plus de quand date, celle-là doit dater quelque chose comme 2021 peut-être. Mais c'est un écran que j'ai trouvé vraiment incroyable. Ensuite, l'OLED Gen 1, l'éveil. Premier chapitre de cette vidéo qui parle vraiment de l'OLED. Et toujours là, on était sur mon setup en 2023 où j'avais le ROG PG27 AQDM, sur lequel je vais revenir d'ailleurs dans quelques instants. C'est donc arrivé fin 2022 et début 2023. Ça arrivait en 2 temps parce que Samsung a sorti son écran un petit peu avant LG. Pour l'écran de Samsung, nous avions donc le G8 qui est franchement, je trouve un écran magnifique. Samsung a toujours été très bon pour le design de ses moniteurs. C'est des designs qui sont très fins, très légers, très aériens, qui sont vraiment cool. C'était donc le G8, un 21 neuvième de 34 pouces en 175 Hz. Il n'était pas exempt de défaut, tous les écrans à cette époque-là en avaient, et je vais y revenir point par point. Le principal défaut des dalles QD-OLED de Samsung, c'est ce qu'on appelle les aberrations chromatiques, des choses que connaissent très bien les photographes et vidéastes qui arrivent avec les objectifs, mais là c'était surtout causé par ce qu'on appelle l'agencement des sous-pixels. Je vais vous le montrer là, c'est la façon dont sont disposés les sous-pixels pour créer justement les pixels sur la dalle. Leur agencement crée justement ce petit halo vert, ou du moins cette petite frange colorée verte et rose, et vous ne pouviez pas y faire grand chose. Alors, il y avait des petites solutions, des petits artifices logiciels, comme par exemple changer le style de la police d'écriture, changer la mise à l'échelle dans Windows, mais c'était mettre un pansement sur une fracture, parce que oui, changer la mise à l'échelle ça marche, mais vous perdiez quand même vachement en surface d'affichage derrière, donc c'était pas forcément non plus une bonne solution. C'était vraiment le problème majeur de cette première génération, surtout qu'à l'époque c'était pas connu. Les gens achetaient un écran LED parce que tout le monde leur disait mais c'est incroyable, c'est de l'OLED, c'est... Oh, regardez, on a ça sur les télés depuis des années, vous allez voir, c'est incroyable. Il l'allume et l'écran il est rose et vert. C'était pénible. Alors attention, c'est quand même un problème à relativiser. C'était uniquement présent sur les caractères les plus fins, donc le contour d'une souris, la bordure d'une fenêtre haute interface qui va faire 1 pixel d'épaisseur, etc. Quand vous regardiez des films, des séries, du YouTube, quand vous étiez en jeu, c'était totalement invisible. C'était vraiment que sur les caractères les plus fins. Donc c'était un problème, mais qui en était un faux. C'était surtout un souci si vous ne saviez pas que c'était là avant d'acheter. Parce qu'au début, comme il n'y avait pas beaucoup de retours, les gens pensaient qu'il y avait un défaut. Donc ils renvoyaient l'écran, ils en recevaient un autre qui avait la même chose, et j'ai des abonnés avec qui j'ai pu échanger sur des écrans à l'époque, qui me disaient ils ont changé des fois 2-3 fois d'écran, avant de comprendre qu'en fait c'était normal. Il y avait aussi un autre problème, c'était le revêtement. Et là aussi, c'est un faux problème. Les dalles, du moins les écrans QD-OLED, avaient un revêtement semi-brillant. C'est ce que vous avez sur la droite. Le problème de ce semi-brillant, même s'il avait des avantages, c'est qu'il pouvait présenter une teinte violacée. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Attention, c'est important à retenir. Attention toutefois, ces teintes violacées sont surtout présentes dans des environnements à fort éclairage. On le voit là sur la photo, l'arrière-plan, vous voyez, il est ce qu'on appelle cramé. Le blanc, on distingue même plus le décor à l'arrière, on voit que c'est des Lego, mais l'image est vraiment surexposée pour mettre en avant, pour mettre en évidence cette problématique-là. Dans un environnement normal, dans une chambre, un studio, une pièce, vous n'avez pas une baie vitrée à côté, oui, c'est présent, mais ça l'est considérablement moins que ça. Surtout que là, l'écran est éteint. Quand il est allumé, moi j'ai un écran QD-OLED avec ce type de revêtement-là sous les yeux, on ne le voit pas. Donc oui, c'est un problème, mais un problème qui va dépendre de votre environnement. Au pire, un rideau, un petit store vénitien, fermez un peu le volet s'il y a une baie vitrée, mais dans un environnement un peu plus, setup, chill, votre chambre le soir, faible éclairage et tout, vous voyez pas la différence. En revanche, ça avait un énorme avantage, c'est que l'image était extrêmement nette, les contrastes étaient parfaits, le noir était vraiment noir, et c'était très différent des revêtements d'LG, sur lesquels je vais y revenir dans quelques instants. Donc retenez bien, au tout début première génération 2022, et ce point est le plus long, parce que je dois vous expliquer des petites choses, mais ça va plus vite après,
LG est arrivé un petit peu après et Samsung a ouvert le bal avec uniquement une seule référence en 21 neuvième à 175 Hz. LG, quant à eux, se sont concentrés sur le 16 neuvième, donc des écrans un peu plus petits, avec du 27 pouces, qui était aussi moins cher, de 100 à 400 € moins cher que le G8 de Samsung. Il était pas mal, surtout qu'il était plus performant. On passait de 175 chez Samsung à 240 chez LG. En revanche, là aussi, il y avait ces petits soucis, notamment ce qu'on appelle le banding. Problème qui est toujours présent d'ailleurs aujourd'hui sur même les dernières générations d'écrans LG. En gros, vous avez ce petit phénomène avec quelque chose qui ressemble à des bandes. Alors, pareil, c'est dans certains cas qu'on s'en rend compte, pas tout le temps. Quand vous êtes en plein jeu, en film, en série, à regarder une vidéo sur YouTube, vous ne le voyez pas ça. C'est surtout comme là, vous avez un fond uni, en particulier gris, que ça va ressortir. Donc à moins d'adorer regarder Discord en plein écran à longueur de journée et rien faire d'autre avec votre écran, vous en serez pas forcément impacté. Même si, je comprends, ça peut être gênant, surtout quand on ne sait pas que ça existe. Donc si vous avez ça, pas de panique, ne renvoyez pas l'écran, ne contactez pas le SAV. Les écrans OLED, comme des moteurs pour certains véhicules, comme des casques audiophiles, ils ont besoin aussi d'une petite période de rodage, de quelques heures, quelques dizaines d'heures, pour que ça s'atténue. Il y a aussi les cycles de nettoyage de la dalle qui vont atténuer grandement ce problème, donc pas de panique. En revanche, il y avait un autre problème qui était très factuel, c'était les couleurs. Alors, problème sans en être un, là encore je relativise parce qu'il faut faire la part des choses. Mais les écrans LG, encore aujourd'hui, quoique avec la génération tandem OLED que je vous présenterai en fin de vidéo, c'est un petit peu différent, mais les écrans WOLED ont des intensités de couleurs plus faibles que les QD OLED. On le voit bien sur le petit graphique qui est ici. À gauche, un écran WOLED, à droite, un écran QD OLED. Les rouges et les verts ressortent considérablement plus que sur un écran WOLED. Donc si vous aviez envie d'en prendre plein les yeux avec du HDR, avec un écran très coloré, il fallait vous diriger vers un écran QD OLED. C'était ce qu'il y avait de mieux et presque encore aujourd'hui, si vous aviez envie d'avoir les couleurs les plus pétantes. Toutefois, ça restait quand même très bien. Attention, là, c'est des choses qui sont mesurées à la sonde, ça dépend des exigences de chacun, de l'œil de chacun. Et si avant vous aviez une dalle IPS standard d'entrée de gamme, milieu de gamme, ou pire un VA ou un TN, un écran WOLED, c'est extraordinaire, parce que c'est pas mauvais, c'est juste parce qu'il y a de mieux. Voilà, la nuance est importante. Il y a aussi une autre chose, je vous parlais du revêtement juste avant. Sur les Samsung, du moins sur les QD OLED, c'est du semi-brillant, donc semi-glossy. Et sur les dalles LG, c'est souvent des revêtements mat qu'on trouvait. Là, on le voit bien, à la base, on a le même, du moins les mêmes LED à l'arrière, et on voit qu'ici, c'est tout brouillon, c'est tout flou, c'est pas propre. Parce que les revêtements mat vont créer ce petit un peu effet de grain, cet effet un peu papier qui est plus doux. À la limite, c'est aussi plus simple à nettoyer. C'est considérablement plus simple à nettoyer que les revêtements semi-brillants qui sont horribles. Mais pareil, j'ai une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. En revanche, les écrans mat sont plus intéressants à utiliser si vous avez une grande baie vitrée à côté de vous ou un environnement avec un très très fort éclairage, même si je préfère quand même le revêtement des semi-brillants. Et là, on a un cas concret dans l'exemple. À gauche, un petit zoom qui est fait sur un écran mat, du moins un revêtement mat, et à droite sur un revêtement semi-brillant QD OLED, donc on voit bien la petite frange verte, la petite frange rose, alors que là il n'y en a pas. En revanche, on voit que l'image est quand même beaucoup plus nette sur la droite que sur la gauche. Et ça, c'est quelque chose qui pouvait gêner. Tout à l'heure, je vous montrais une photo qui était, je l'ai perdue juste ici. J'ai eu le ROG, et en plus, j'ai fait une capture d'écran, je vais vous montrer. Je l'ai payé le prix fort, et il était excellent. Vraiment, je ne regrette pas de l'avoir acheté, parce qu'à l'époque, je faisais pas mal de compétitifs sur Apex, je faisais énormément de ranked, j'ai dû passer peut-être 1900 heures sur le jeu, j'étais master, plusieurs fois diamant. À cette époque, vraiment, j'ai tryhard, j'adorais ça. Mais il y avait quand même un petit défaut, c'était justement ce revêtement. Le côté mat, c'est chouette, ça se nettoie facilement, mais le fait que tous les textes étaient un peu flous, moi ça me saoulait. C'était pas net, pas propre, ça me fatiguait, j'en avais marre. C'est la raison pour laquelle je l'ai vendu pour le grand plaisir d'un abonné d'ailleurs, qui l'a récupéré au passage. En revanche, le ROG était quand même la ref la plus intéressante avec une dalle LG à l'époque, puisque c'était la plus lumineuse. En gros, ROG a mis en place un système de dissipation thermique différent avec un film au graphène qui permettait, en augmentant la tension de la dalle, d'avoir plus de luminosité sans impacter la durée de vie de la dalle, la durée de vie des pixels OLED. On le voit là sur cet exemple. Ici, on voit que c'est quand même beaucoup plus lumineux sur les zones à forte luminosité, ici ou même à l'arrière-plan, vis-à-vis du design de référence LG sur la gauche. Et ça joue, et on avait quand même une différence de 38% en luminosité. C'est pas rien. Certes, il était un peu plus cher, mais ce gain de luminosité était considérable et justifiait très clairement ce prix en plus.
voilà, je le mets en plein écran quelques instants. 1 294 €. C'est ce que j'ai payé. Alors certes, j'ai pris l'assurance au cas où, le pack confort pour avoir une assurance de 5 ans, parce que c'était la première génération. Donc au cas où, je voulais avoir une petite assurance sur les brûlures, sur la dalle, on savait pas trop comment ça allait évoluer. En revanche, LDLC, facturé 4,95 € quand on vient le chercher en magasin alors qu'on l'a commandé sur votre site. Voilà, je glisse ça là, mais je trouve ça un tout petit peu abusé sur le prix. Mais vous le voyez là, on était à 1 199 € pour le ROG, donc moins cher que les 1 400 € du G8 de Samsung. On était même encore un peu moins cher pour le design de référence d'LG, qui était, je crois, dans les 1000 € à peu près. Donc on avait la petite marge au ROG, qui pouvait s'expliquer, mais on avait ce petit prix qui était quand même pas donné. Donc là aussi, c'est à retenir pour les tarifs aujourd'hui. En revanche, il y avait un point qui lui est toujours présent aujourd'hui, c'est le flickering, le scintillement. C'est quelque chose qui peut en gêner beaucoup, et à juste titre. En gros, si vous avez trop de fluctuations dans le taux d'images par seconde dans vos jeux, vous allez avoir un phénomène de scintillement sur l'ensemble de la dalle. C'est beaucoup moins présent sur les écrans, par exemple IPS, c'est très présent sur les écrans LED, tout le monde n'y est pas sensible de la même façon, certains ne le verront jamais, moi j'y suis absolument pas sensible par exemple, surtout que ça vient aussi, comme je vous le disais, d'une variation importante dans le taux d'image par seconde que vous aviez. Comme moi j'ai une config qui est stable et que j'essaie de caper mes FPS, par exemple, ça sert à rien de vous buter à avoir 180 FPS dans un jeu si ça va toucher que 2% de votre session. Si en moyenne votre config vous offre 140 FPS, du moins de manière stable, bloquez votre jeu à 140. Vous aurez moins de scintillement et surtout l'astuce que je peux vous donner, c'est dans les menus de votre jeu. C'est souvent là que vous pouvez constater un scintillement avec des menus qui vont presque clignoter. C'est le fameux flickering. En gros, c'est que votre jeu, je vous dis une bêtise, il a 130, 180, 240 FPS, ce qui est bien, même s'il est stable. Quand vous revenez dans les menus, souvent le jeu vous bascule à 60 FPS de base. Ce qui fait que là, comme vous avez des variations de FPS, vous avez des scintillements. Donc il y a des menus selon les jeux qui vous permettent de corriger ça. C'était le cas par exemple dans Black Ops 6 de Call of Duty, qui me permettait de désactiver ça et donc de ne plus avoir ce scintillement. En revanche, il y a une référence hyper intéressante qu'il faut garder en tête de l'époque, c'est le G9, toujours sorti par Samsung. C'était un écran incroyable. Vous l'avez très certainement déjà vu dans des salons, dans des conventions ou dans des magasins. C'est un écran qui impressionne. 49 pouces, en 32 neuvième, en OLED, ce qu'il existait déjà avant, on n'a pas attendu l'OLED pour l'avoir. C'était du VA avec du mini LED qui était vendu au même prix, soit 2199 €. Alors, c'est très cher. Ça s'explique aussi par le fait qu'à l'époque, les écrans mini LED, même si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais encore plus en 2022-2023, les écrans mini LED coûtaient très cher. Le truc, c'est que 2199 €, même en OLED, en vrai, c'est pas cher. Attention, quand je dis c'est pas cher, rappelez-vous, là on est en 2023, un G8 de 34 pouces, c'est 1400 €. Et là, c'est beaucoup plus grand. 2 écrans 27 pouces QHD, parce que c'est l'équivalent d'un G8, c'était plus de 1000 € pièce. Donc que vous achetiez 2 écrans LED de 27 pouces ou un seul G9 de ce format-là, vous aviez payé le même prix pour avoir la même surface d'affichage. C'est pour ça que je vous dis qu'il était pas cher au ratio, attention, de ce qui existait à l'époque. Aujourd'hui, le G9 se trouve à moins de 1000 € en neuf. C'est imbattable. Le truc, c'est que, vous le voyez là, il y avait quand même une grosse différence. Le VA, avec son rétroéclairage en mini LED, était considérablement plus incurvé que le G9 dans sa version OLED. On passe d'un 1000R à un 1800R. Le R, ça signifie radius, et j'ai aussi du contenu à ce sujet si ça vous intéresse. En gros, plus le chiffre est petit, plus l'écran est incurvé. C'est ce qu'il faut retenir. Et aujourd'hui, on va avoir, et ça je vous l'ai mis pour des raisons pratiques, 3 générations différentes du G9 en vente actuellement. Pourquoi faire simple? Samsung a toujours du mal avec ses références, je vais y revenir un peu plus tard, vous allez voir. Mais en gros, si aujourd'hui en 2026 vous voulez acheter un G9, je vous recommande le G93 SD. Je l'ai testé d'ailleurs en vidéo sur ma chaîne. Il a un revêtement mat que je trouve excellent et vraiment très très bien fait, qui n'embarque pas ce revêtement un petit peu granuleux, avec en plus une deuxième génération de la dalle. Il y a le G93 SC qui est le plus ancien, c'est celui qui est sorti en juin 2023, qui est moins cher et qui n'a pas les fonctions Smart TV de Samsung. Et le G95 SC, qui est le même que le 93 SC, sauf que lui, il a le revêtement semi-brillant, comme le 93, mais surtout il a les petites fonctions Smart TV. Donc, pour résumer, cette première génération d'écran OLED, Samsung, leader du 21 neuvième et du 32 neuvième, avec le G8 et le G9, 34 et 49 pouces. Attention, 175 Hz pour le G8 et 240 pour LG, qui lui maîtrisait le domaine de la performance et du
compétitif. Et maintenant, je vous propose tout de suite de commencer sur la deuxième génération. Pour cette génération et les suivantes, ça va aller un petit peu plus vite parce que la première, j'étais obligé de poser un peu les bases. Quels étaient les principaux défauts, parce que ces défauts étaient toujours là sur les années suivantes. Qu'est-ce que ça apportait, quels étaient les marchés surtout à l'époque, dans quel contexte ces écrans sont sortis. Donc vous allez voir maintenant, ça va être plus rapide. Cette génération 2, je l'ai intitulée Krokan. Et si vous avez la ref, c'est-à-dire si vous avez regardé Solo Leveling, avec l'arc des fourmis, absolument incroyable cet arc, vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai choisi de l'intituler ainsi. Du coup, dites-le moi en commentaire. Cette génération, c'était vraiment l'inverse. LG, qui proposait du 16.9, s'est mis à proposer du 21.9e, à l'inverse de Samsung, qui lui proposait du 21.9 et qui s'est mis à proposer du 16.9e. À l'époque, une des grosses références qui vraiment a fait un peu le buzz, c'était le 34GS95QE. Oh, ça me saoule ces noms à rallonge à chaque fois. Là, c'était un écran LG qui était incurvé, comme vous le voyez là, à 800R, au format 34 pouces, toujours 240 Hz, qui était vraiment excellent, avec également là aussi un revêtement mat. C'est un écran que j'ai beaucoup conseillé à l'époque pour ceux qui n'avaient pas forcément le budget pour un G9 et qui ne voulaient pas avoir les couleurs un peu délavées du G9 en VA, mais qui adorent l'immersion. Pour du spatial, du flight simulator, ou même ceux qui font de la semi-auto avec le cockpit, avoir un écran incurvé à 800 Hz, c'est vraiment cool. Même pour des RPG, hein. Moi j'ai testé World of Warcraft en RAID 800R, franchement, c'est une dinguerie. C'est un vrai plaisir d'être immergé. Vous avez l'écran qui revient sur les bords. Franchement, c'est génial. Ok, tout le monde n'aime pas, mais je trouve ça génial. Et en face, Samsung, comme je vous le disais, qui proposait avant du 21.9, s'est mis à proposer du 16.9. Et là, ça a régalé. J'ai d'ailleurs testé aussi le G6 que je vais aborder dans quelques instants sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à la vidéo, elle était hyper intéressante. Mais en gros, Samsung a complété sa gamme, donc il y avait le G8, le G9, ils ont sorti un autre G8, mais pas le même G8. Merci Samsung. En gros, il y avait le G8 qui était intitulé le G85SB, ça c'était le 34 pouces 175 Hz, ils ont sorti le G8, le G80SD en 4K 32 pouces, en complément du G6 qui était lui du 27 pouces en QHD. En soi, les deux écrans c'était deux énormes bangers, même pour celui d'LG, c'était incroyable. Le G6, lui, apportait du 360 Hz en QD OLED, avec en plus un nouvel agencement des sous-pixels. Donc on avait beaucoup moins cet effet de franges colorées avec le rose et le vert sur les caractères les plus fins. C'était toujours présent, hein, mais beaucoup moins que sur la première génération. Le G8, quant à lui, en 4K, c'était un problème qui était totalement absent. J'ai pas testé le G8 sur la chaîne, en revanche, j'ai testé cette référence d'Alienware, le AW3225QF de mémoire, parce que le logo YouTube me cache la fin de la ref, mais de mémoire, c'était ça. Alienware, je vous le disais tout à l'heure, embarque des dalles tierces, donc on peut avoir des dalles LG, des dalles Samsung, et là ils embarquaient justement la dalle Samsung qui était la même que pour le G8, en s'offrant plus le luxe de la courber un petit peu à 1800R, ce qui fait que cette ref d'Alienware était une des meilleures à l'époque, et même encore aujourd'hui d'ailleurs. Je vous la recommande à fond si vous voulez un écran 4K 32 pouces. Là où c'était cool, c'était que ceux qui voulaient, comme moi, de la performance, n'avaient plus l'obligation de prendre la référence d'LG qui était un 240 Hz avec un revêtement mat. Là, on pouvait avoir du Samsung qui était dans les 700-800 € TTC, avec un revêtement semi-brillant, donc plus côté granuleux, et 360 Hz. Là, c'était vraiment, vraiment cool. Il y a aussi eu, comme je vous disais, quelques petites améliorations sur l'agencement des sous-pixels, où là, on voit bien la différence entre la Gen 1 et la Gen 2 et 3. Alors, attention, vous allez me dire, si vous avez été attentif, comment ça, la Gen 3 ? On vient de parler de la Gen 1. Oui, parce que ça, c'est compliqué. En gros, la Gen 1, je ne t'ai pas menti, c'est celle qu'il y avait dans le G8. La Gen 2, c'est celle qui est arrivée pour améliorer le G8. Voilà, donc en gros, tous les écrans 21/9 avec une dalle QD OLED en 240 Hz, c'était des dalles Gen 2. Le Gen 3 était exclusif au 16/9. Voilà, c'était le seul truc un petit peu compliqué, n'hésitez pas à reprendre ce point, si vous n'êtes pas sûr d'avoir tout saisi. Mais je vous l'ai mis là, en plus dans l'article, la Gen 1, c'était la première génération lancée fin 2022 en 34 pouces, la Gen 2, c'est la même chose, qu'on pouvait remarquer parce que souvent il y avait la mention Display HDR True Black 400 avec donc du 240 Hz. Je vous ai aussi mis une vidéo, même si j'ai testé le G6, de l'ACDNG de ROG qui embarquait cette même dalle et qui était un écran absolument incroyable. Un peu plus tard, dans cette année-là, dans l'année 2024, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, 2020, oui c'est ça, 2024, on a LG qui est arrivé avec le 27GX 790A. Et alors là, réponse directe au G6, où en gros, rappelez-vous, LG sort un 240 Hz, l'année d'après Samsung sort un 360 Hz, l'année d'encore après,
LG sort un 480 Hz. Enfin, même pas l'année d'après, c'était la même année en fait. Mais 480 Hz, c'était hyper intéressant. J'ai testé un Sony d'ailleurs, est-ce que je vous l'ai mis là? Je ne sais même plus, non, je vous l'ai même pas mis là. Mais j'ai testé un écran Sony InZone qui avait été co-développé avec la team d'eSport Fnatic qui embarquait justement cette dalle. Pareil, c'est du WOLED, c'était pas forcément ce qui va être plus coloré, mais c'était hyper intéressant si vraiment vous vouliez de la perf. C'était 480 Hz en QHD 27 pouces, c'était très cool. Il y a aussi eu cette année-là le 32 GS95UE, toujours chez LG. Il s'offrait le luxe d'embarquer quelque chose d'assez novateur à l'époque, c'est ce qu'on appelle le Dual Hertz. En gros, c'est une technologie qui permet d'avoir 2 définitions natives et 2 taux de rafraîchissement natifs. On pouvait donc avoir une 4K native 240 Hz, vous appuyez sur un bouton sur l'écran et vous passez en 1080p 480 Hz. C'était plutôt cool. Ça marche pas forcément toujours très bien selon les jeux. Je le montre dans cette vidéo du ROG X G32 UCWMG que j'ai eu quelques temps et que j'ai fait d'ailleurs gagner à une abonnée. J'avais fait un jeu concours pour le passage des 50 000 abonnés, c'est pour ça que c'est important de vous abonner. Et qui était très contente au passage, j'adorais cet écran, franchement il était génial. Mais du coup, dans certains jeux, ça marchait pas forcément très bien, ou genre Overwatch, le rendu était exceptionnel. Battlefield 2042, une catastrophe. Donc c'est pour ça que c'est vraiment au cas par cas, mais c'était génial si vous aviez envie d'avoir un écran qui était polyvalent, que vous aviez beaucoup de télétravail en journée, mais que vous ne vouliez pas avoir 2 écrans différents. Il y a aussi une version plus abordable qui existe, par exemple chez ROG avec l'XG32 UCWG. En gros, vous avez toujours du 4K 1080p, mais ça monte moins haut en Hertz. On passe de 240 à 165 et de 480 à 330. Ça en vrai c'était chouette. Et comme je le disais donc sur cette année-là, l'intérêt pour les constructeurs était triple. Tout d'abord, ça permettait de corriger les gammes respectives en sortant les ratios formats qu'on n'avait pas dans les catalogues respectifs, de corriger aussi les petits défauts de jeunesse, que ce soit sur l'agencement des sous-pixels, sur la luminosité, et ça permettait en plus d'être compétitif et d'offrir plus de choix en termes de rapport modèle, de performance et surtout de prix. Parce que s'il y a plus de choix, il y a plus de concurrence, et s'il y a plus de concurrence, les prix peuvent aller vers le bas. Et ça, c'est quelque chose qui a été très vite constaté, et c'était un problème. Et oui, les prix bas, ça a vraiment fait mal à beaucoup de gens, dont moi, par exemple, et tous les gens qui ont acheté la première génération, tout simplement parce que, je vous l'ai montré tout à l'heure, le ROG, il coûtait 1200 balles. 1200. Et en un an, il a divisé par 2 en termes de prix. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, les écrans étaient moins chers. Donc quand vous aviez acheté un écran à 1200 €, mais que l'année d'après, il y a une version qui est vendue à 700 €, et qui corrige tous les défauts de la première, déjà, il perd 500 € sur le prix du neuf, ce qui est très bien. Le problème, c'est que si vous voulez le vendre en occasion, vous ne pouvez pas le vendre à 700 €, parce qu'à 700 €, les gens peuvent acheter un neuf sous garantie avec moins de défauts. Il fallait le vendre moins cher. Donc un écran que vous aviez acheté 1200 €, il fallait le vendre 400, 500 € pour espérer pouvoir le vendre sur le bon coin. Ça fait 60% de perte de valeur en un an, ça fait mal. Alors, ok, je suis d'accord avec vous, je préchote certains commentaires, les écrans, c'est pas un investissement. C'est pas fait pour prendre de la valeur dans l'âge. Mais là, 60% de perte en un an, franchement, ça a fait mal. Ensuite, on a eu, et là rien à voir avec le prix, des avantages sur la luminosité, ce que je vous disais juste avant. On a de nouvelles normes qui sont arrivées, et je vous ai mis les liens vers les sites officiels si vous voulez en savoir un peu plus. On a le display HDR qui a évolué. Il va de 400 à 1400, notamment pour le mini LED, et on a le display HDR True Black qui lui va de 400 à 1000. Alors on n'y est toujours pas aujourd'hui. Au début on arrivait avec du 400 sur les premières générations de LED, aujourd'hui en 2026 on est à 500, ça arrivait fin 2025, début 2026, mais on n'a pas encore le 600 et le 1000. Au moins la norme est là, le jour où les constructeurs seront prêts, les normes le seront aussi. C'est intéressant, toutefois attention, faut pas tomber dans le piège. On a tendance à croire qu'un écran OLED, ça va être sombre. Pourquoi ? Parce que les luminosités qui sont mentionnées sur les fiches produits sont souvent assez basses. Par exemple 250 nits. Parce que c'est vrai que 250 nits, c'est pas énorme. Sauf que, et j'ai un article que je vous ai mis juste ici à ce sujet, l'œil humain, ça fonctionne pas comme une sonde. Pas comme une sonde qui va mesurer la luminosité d'un écran. Nous, ce qu'on va constater, c'est les variations de la luminosité, c'est les contrastes. Ce qui fait qu'un écran OLED, et c'est très factuel, très scientifique ce que je vous dis là, qui va émettre une luminosité de 300 nits, à l'œil ne va pas sembler 300, ça va sembler du 510 nits. C'est pour ça qu'on peut avoir des écrans OLED qui peuvent sembler quand même beaucoup plus lumineux que ce qui est proposé dans la fiche technique, à l'exception de la toute première génération, qui elle était vraiment pas lumineuse. Parce que la première gén LG à 178 nits, là c'était dur, là, il fallait quand même s'accrocher. On a aussi la norme ClearMR, qui est arrivée un petit peu plus tard, et qui
était intéressante. Toutes les marques n'ont pas fait certifier leur écran avec cette norme-là, et là aussi je vous ai mis le site officiel. Il y a des marques comme Gigabyte, MSI, LG et AOC qui ont très bien joué le jeu. En revanche, étonnamment, Samsung, Alienware, ROG, Sony et j'en passe ne sont absolument pas concernés par cette norme. Je sais pas du tout pourquoi, mais c'est de manière très factuelle. En gros, cette norme, elle permet de mesurer, où aujourd'hui en 2026 on est entre 3000 et 21 000, la netteté des mouvements. C'est en gros, plus le chiffre est élevé et plus les pixels seront nets lors de mouvements rapides. Donc plus le chiffre est élevé, mieux c'est, du moins si vous jouez à des jeux compétitifs. Ah bah si, je l'ai mise là, c'est la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. L'écran OLED 480 Hz avec la dalle LG qui avait été co-développée avec la team d'eSport Fnatic. Allez voir parce que c'était quand même plutôt intéressant. Et du coup, c'est là que c'est intéressant. Si aujourd'hui vous avez besoin de performance, il y a des normes qui existent qui n'étaient pas là avant, qui permettent aussi d'y voir un peu plus clair. Donc retenez bien que pour ce soit le display HDR True 400 ou le Clear MR, plus le chiffre est élevé et mieux c'est. Respectivement, ça sera plus lumineux et plus net dans les mouvements. Et maintenant, on va passer à la troisième génération. Et donc pour cette nouvelle génération qui est arrivée 2024-2025, c'était un petit peu compliqué, parce que là on a commencé à avoir des nomenclatures un peu différentes, c'est-à-dire qu'il y avait les abus de langage qui étaient utilisés par les créateurs de contenu, par les block tech, etc., en parlant de Gen 1, 2, 3, 4, mais les constructeurs, ou du moins les nomenclatures des producteurs de dalles n'étaient pas les mêmes. Ce qui fait que, par exemple, le XG27 UCDMG, vulgairement, on l'appelait une Gen 4, parce qu'elle apportait une nouveauté majeure en termes de référence sur les écrans OLED, à savoir un écran 4K de 27 pouces, parce que le premier c'est un écran 4K de 32 pouces, donc le fait d'avoir de la 4K 27 pouces, ça permettait d'avoir une densité pixels considérablement supérieure, je vais y revenir un petit peu plus loin, mais c'est surtout qu'il y a eu de toutes nouvelles méthodes pour la fabrication. On appelle ça le Pico Inject. Inkjet, est-ce que je l'ai bien prononcé? Oui. En gros, ça consiste à imprimer les pixels sur la dalle comme le ferait une imprimante. Et je vous ai mis le chiffre là, je crois que j'avais compté, il y avait 11 zéros, je laisse les plus énervés le compter à ma place. En gros, chaque goutte est équivalent à 0,1 litre. C'est extrêmement fin. Il fallait que ce système industriel soit suffisamment rentable, suffisamment efficace pour pouvoir produire des écrans à bas coût. Parce que plus vous produisez un écran avec une densité de pixels élevée, plus il est complexe et dur à produire. C'est pour ça qu'un écran 4K de 27 pouces, bien que paradoxalement il soit plus petit, peut être plus cher qu'un écran 4K de 32 pouces, parce qu'il est plus complexe à fabriquer. Et est-ce que je vous l'ai mis un petit peu après? Oui, c'est par là. J'ai une vidéo sur le sujet qui vous explique l'importance de la densité de pixels, pourquoi c'est important sur les écrans, et pourquoi non, un écran 4K ou 5K, c'est pas inutile avec un écran de 27 pouces, et qu'au contraire, c'est tout indiqué. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un écran standard, comme ceux que vous avez quasiment toujours eu, vous avez une densité de 109 pixels par pouce. Sur un écran 4K de 32 pouces, on passe de 109 à 140, et sur un écran de 27 pouces, on passe de 140 à 166. Et plus ce chiffre est élevé, plus l'image est propre et nette. C'est un peu l'image de ce que vous avez dans vos téléphones portables, on ne se rend pas compte, mais sur des smartphones, comme ils sont conçus pour être très près des yeux, c'est pas rare d'avoir des densités de 400, 500, voire plus de 600 pixels par pouce. C'est pour ça que vous voyez pas d'ailleurs les pixels, c'est hyper intéressant à retenir. Toutefois, on sait que la 5K va arriver en OLED, on ne sait pas quand, parce qu'en fait sur un salon ça a été teasé où il y avait un écran là, 27 pouces 5K pardon, avec entre parenthèses futur, on n'a pas d'infos. Mais à titre d'exemple, je vous ai mis quelques petits liens ici, des écrans 5K de 27 pouces, ça existe déjà depuis très longtemps. Déjà en 2014, on avait des iMac avec cette technologie-là, et c'est très vieux, c'est juste que ça n'existe pas encore en OLED. Mais le jour où ça va arriver, alors je connais énormément de créateurs de contenu, de photographes, de graphistes, de vidéastes, qui vont passer là-dessus parce qu'ils attendent que ça. Vigilance en revanche, parce que cette année-là, il y a eu plein de problèmes. Du moins plein de problèmes. Des problèmes de compréhension pour les acheteurs, parce que là on commence à arriver sur des générations où il y a eu beaucoup de modèles différents. Je vous le disais tout à l'heure, 23 marques qui se partagent plusieurs générations de dalles, ça commence à faire beaucoup, être ultra compétitif est un sacré bazar. En gros, quand on regardait en termes de rapport qualité-prix, si on voulait de l'OLED, vous aviez l'XG27 AQDMG, qui n'est pas un mauvais écran. C'est un écran WOLED, donc une dalle LG, à 240 Hz. Cette fois, en revanche, il n'embarque pas un revêtement mat, c'est un revêtement brillant. Juste brillant, c'est pas une technologie particulière, c'est vraiment juste du brillant. Il est intéressant parce qu'on le trouve dans les 460-500 euros, un peu plus cher à l'époque, mais il était quand même beaucoup moins cher que les écrans 360 Hz ou 480 Hz. Le truc, c'est que on peut se dire, bah attends,
j'ai de l'OLED, 27 pouces, 240 Hz. Bah vas-y, c'est le bon plan. Non, parce que derrière, vous n'aviez pas d'HDMI 2.1, vous aviez que de l'HDMI 2.0. Ce qui fait que pour jouer avec une console, bah, c'était pas forcément le meilleur compagnon, et que même sur les PC, bah, l'HDMI 2.1 ça existait déjà, et vous étiez obligé de l'utiliser en DisplayPort 1.4 pour vraiment en profiter. C'est ça vraiment qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des petits pièges à éviter. Pareil, il y a cette référence d'AOC, l'AG276QZD2AM. Pourquoi j'ai tenu à lister le nom? C'est pareil, il n'y avait pas d'HDMI 2.2, 2.1, pardon, il n'y avait pas de DisplayPort 2.1 non plus. Vous aviez une dalle certes qui était lumineuse avec une technologie QD, certes il n'était pas cher, mais encore une fois, il y a des concessions qui sont faites sur la connectique. Donc pareil, ça c'est pas un mauvais écran pour jouer sur un PC, c'en est un très mauvais pour jouer sur une console pour exactement les mêmes raisons que le ROG juste ici. Le seul avantage de l'Econ vis-à-vis du ROG, c'est que derrière vous aviez un écran qui était un poil plus lumineux, mais surtout une dalle QD OLED, donc de Samsung, et donc beaucoup plus coloré. Quand je parle de plus coloré, c'est à peu près 30 à 35% de couleurs en plus dans les verts et surtout dans les rouges. Donc c'est pas des mauvais écrans, faut juste savoir ce qu'on achète. Et il y a aussi un autre problème sur cette année-là que nous avons eu, de toute façon ce chapitre va être très court sur cette année-là, c'est le bazar, et je ne sais pas combien j'ai eu d'abonnés qui se sont fait avoir par le marketing. En gros, j'attire votre attention sur, admettons, je vais l'ouvrir là, ça sera plus simple, cette référence de la marque ROG. Parce que c'est compliqué, c'est pas les seuls à le faire, mais c'est la première qui m'est venue en tête. En gros, quand vous regardez la fiche produit, vous voyez, waouh, 3e génération OLED, ça veut dire que c'est ce qu'il y a de mieux, ça veut dire qu'il est trop bien. Non. Faites attention à la sémantique. C'est pas marqué que c'est une technologie OLED de 3e génération, c'est indiqué technologie de 3e génération ROG OLED. C'est pas du tout la même chose. Parce que là, on est toujours sur une dalle OLED de 34 pouces, 800R, 21 neuvième, donc exactement comme celle d'LG qui est sortie l'année d'avant, sauf que c'est une dalle de 2e génération. Si là c'est mentionné 3e génération, c'est pas mensonger, c'est juste que c'est la 3e génération de cette gamme de produits dans le catalogue du constructeur. C'est pas une 3e génération de la dalle, donc c'est-à-dire qu'il y a déjà eu 2 autres écrans équivalents chez ROG avant. C'est fourbe, je suis d'accord avec vous, c'est pas suffisamment bien expliqué, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui regardent cette vidéo qui ont dû se faire avoir à l'époque, et je trouve ça un petit peu dommage d'avoir joué sur cette confusion. C'est pas la peine de cracher sur eux, il y a plein de marques qui ont malheureusement fait ça, et qui continuent encore de le faire un peu aujourd'hui, et voilà, ça c'est un conseil que je peux vous donner, parce que c'est des écrans qui sont toujours vendus pour ne pas vous faire avoir. Et pour le coup, je pense qu'on a fait le tour sur cette année-là, 2024-2025, du moins 2025, première partie, parce que la seule grosse nouveauté qu'on a pu avoir, c'était justement l'arrivée des dalles 4K de 27 pouces, en revanche, uniquement avec des dalles Samsung. LG, encore aujourd'hui en 2026, ne propose toujours pas de dalles 4K en 27 pouces. Pour ce chapitre-là, c'est compliqué, c'est pour ça que je l'ai appelé confusion, parce que plus personne commence à comprendre quoi que ce soit au sujet. Les vendeurs ne savent plus exactement ce qu'ils vendent, les fiches produits sont buggées la plupart du temps, et même les constructeurs, notamment LG, ils sortent des bêtises. J'ai le cas concret d'une ref qu'ils ont sorti avec un connecteur DisplayPort 2.1 annoncé comme de l'USB-R20, alors que dans les faits, c'était que du 13.5. Et ça change beaucoup de choses. J'ai une vidéo entière sur le sujet si ça vous intéresse ou si vous ne connaissez pas trop les différences entre les connecteurs HDMI et DisplayPort. Mais c'est là que ça devient compliqué. À qui on peut poser la question si les vendeurs savent pas ce qu'ils vendent, si les constructeurs ils font des erreurs sur les fiches produits, ça commence à devenir n'importe quoi. On a aussi le cas de Samsung, j'en parlais tout à l'heure avec le G9, où en ce moment il y a 3 G9 différents sur le marché. Le G6, on en parle, 240, 280, 360, 500 Hz en mat et en brillant. Mais oui, c'est normal que tout le monde soit perdu. Et c'est là que je vais vous expliquer d'où ça vient. En gros, des gammes intermédiaires se sont intercalées pour limiter les pertes en production. Quand vous avez une chaîne de montage et que vous avez des choses qui ne réussissent pas les standards en sortie d'usine sur les contrôles qualité, il y a 2 choix. Soit vous les béridez et vous en faites une gamme inférieure, soit vous les jetez à la poubelle et vous perdez de l'argent. C'est comme ça qu'on a des gammes intermédiaires. Et c'est pas vrai que pour les écrans, il y a plein de marchés dans lesquels c'est comme ça. On peut prendre l'exemple d'un processeur, genre un Core i7. Si sur le Core i7, qui est donc plus de cœurs, il y a des cœurs qui sont défectueux, plutôt que de jeter un processeur entier, on désactive les cœurs qui marchent pas bien, et ça devient un i5.
Je schématise, hein, c'est un peu plus compliqué que ça, mais vous avez saisi l'idée. C'est comme ça qu'une 5080 peut devenir une 5070 Ti, et ainsi de suite. Donc un écran qui peut présenter une légère dérive colorimétrique, ou qui va pas tenir une fréquence de 360 Hz, par exemple elle va pas dépasser 320, et bien plutôt que de la jeter, on la bride à 280, et on crée une nouvelle gamme intermédiaire 280 Hz. C'est pas pour autant de mauvais produits, il faut vraiment garder ça en tête. Vous n'achetez pas un produit low cost, vous n'achetez pas un produit défectueux, ça reste d'excellents produits. Attention, en revanche, ils sont vendus moins cher, ce qui fait que c'est des écrans avec un meilleur rapport qualité-prix. Si je prends l'exemple des écrans de 280 Hz, je crois qu'aujourd'hui on les a dans les 580 à 630 euros, ce qui peut faire 100 à 150 euros de moins que le même modèle en 360 Hz, avec la même luminosité, les mêmes réglages, quasiment tout pareil, parce que la colorimétrie, à moins d'avoir une sonde et d'avoir une importance très très particulière, avoir une homogénéité sur l'ensemble de la dalle, vous ne le verrez jamais. Il faut vraiment faire la part des choses, et avec des références, du moins des taux de rafraîchissement inférieurs, ça fait souvent des rapports qualité-prix plus intéressants. En revanche, fin 2025, il y a pas mal de petites choses qui sont arrivées, même si ça ne justifie pas un saut générationnel, du moins chez Samsung, avec du tandem. Et ça sera le sujet du chapitre d'après. Mais surtout, ce dont je voulais vous parler, c'était de la luminosité qui, enfin, ça y est, augmente. Après quelques années en display HDR True Black 400, on commence à avoir du 500, et le pic 1000 passe à pic 1300. En gros, c'est très simple, le pic 1000, pic 1300, c'est que sur une toute petite partie de l'écran, genre 2% de l'écran va pouvoir taper du 1000 ou du 1300 nits, parce que ça consomme beaucoup, ça use la dalle, et ça peut user la dalle, surtout si vous le faites sur l'ensemble de l'écran. C'est surtout que comme ça va la faire chauffer davantage et qu'il n'y a pas les systèmes de dissipation thermique adaptés derrière, ils font pas briller entre guillemets toute la dalle, c'est qu'un petit pourcentage de l'écran. En revanche, le passage du True Black 400 à du 500, c'est un petit gain quand même non négligeable de luminosité, et c'est hyper intéressant. Il n'y a pas beaucoup d'écrans encore aujourd'hui qui sont équipés du display HDR True Black 500. Je vous en ai quand même listé 4 qui sont hyper intéressants, parce qu'ils embarquent en plus ce 500 Hz. Et c'est pour cette raison que des fois je recommande à des abonnés sur mon Discord d'acheter plutôt un écran 500 Hz que d'un 360, même s'ils n'ont pas besoin du 500 Hz. Parce que derrière, ça vous promet une fiche technique un peu plus haut de gamme, un peu plus premium, avec pas forcément des prix toujours plus élevés, selon les offres et les promos. Ça permet aussi d'avoir une dalle qui va mieux vieillir dans le temps, parce qu'elle a des générations, des algorithmes de traitement qui sont différents, un système de dissipation thermique qui sera aussi plus performant, et surtout une luminosité supérieure. Vous gardez en tête une chose, les Hertz, c'est qu'une petite caractéristique d'un écran. Un écran, c'est vraiment un ensemble. La connectique, les hertz, la luminosité, les couleurs, voilà, il y a plein de choses qui composent ça. Donc ne vous arrêtez pas sur 500 Hz en vous disant « j'ai pas besoin de 500 Hz, 240 ça me suffit ». Oui, un écran de 240 Hz, c'est aussi un écran qui n'est pas forcément certifié display HDR True Black 400 ou 500, un écran qui n'a pas forcément d'HDMI 2.1, etc. C'est pour ça qu'il faut faire la part des choses sur l'ensemble des infos. Pour le coup, je vous ai donc listé ces 4 écrans. Alors au moment de sortir la vidéo, il y en aura peut-être un peu plus. Mais en gros, le FO27... Oh non, je vais arrêter de lire toutes les rêves, c'est trop compliqué. Celui de Gigabyte, je suis désolé, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Il est hyper intéressant et c'est mon petit préféré parce qu'il embarque un connecteur DisplayPort 2.1 UHBR20. CF, ma vidéo d'avant pour comprendre le sujet. MSI a un écran 500 Hz sans DisplayPort 2.1, mais avec un petit connecteur USB-C 90 watts hyper intéressant si vous avez un ordi portable. Samsung avec le G60SF, lui aussi offre du 500 Hz, mais il n'y a pas de DisplayPort 2.1, c'est HDMI 2.1. En revanche, c'est le moins cher, je crois qu'il est à 799 €, un truc comme ça. Donc c'est le meilleur rapport performance-prix aujourd'hui en OLED. Et le XG27, voilà, j'ai commencé à le dire, AQ-DPG de chez ROG, avec un petit capteur de mouvement en plus. MSI commence à le faire aussi. C'est pas du gadget. En gros, vous avez un capteur dans le menton. Le menton, c'est la petite partie, la petite excroissance que vous avez en bas de l'écran, qui permet de capter, d'où son nom, les mouvements. Ce qui fait que quand vous arrivez devant l'écran va se sortir de veille, et quand vous vous éloignez, il va passer en veille. Ça va permettre dans un premier temps de réduire la luminosité et d'ajuster la mise en veille sans que vous ayez, vous, besoin de faire quelque chose, et permettre ainsi de mieux protéger la dalle des brûlures. C'est hyper intéressant. Et c'est là aussi, je vous le disais tout à l'heure, on commence à voir arriver des dalles avec des taux de rafraîchissement un peu plus exotiques, comme du 180 ou du 280. Je crois que Samsung vient de sortir une nouvelle gamme, le G5, je crois qu'elle est en 180 Hz. Donc pareil, rapport qualité-prix, c'est hyper intéressant si vraiment vous avez un tout petit budget. Enfin, petit, c'est quelques centaines d'euros quand même, mais on se comprend vis-à-vis des gammes plus élevées. Et si vraiment vous voulez de l'OLED, à 180 Hz, on a des écrans qui sont encore moins chers, qui d'un point de vue compétitif sont hyper intéressants. Sur cette année-là, LG
a aussi sorti des petites choses, mais comme c'est le sujet du chapitre suivant, je ne fais que vous le teaser avec le tandem, parce que c'est vraiment une technologie qui est arrivée, je crois, genre en novembre-décembre, voire même plus décembre que novembre, et ça a changé beaucoup de choses. En revanche, on a eu de plus en plus de références d'écran QD OLED en 4K 27 pouces, avec une très belle référence de chez Alienware, l'AW2725Q, qui est souvent dans les moins chers. On le trouve assez souvent dans les 750-780 €. Et ça, c'est une dinguerie si vous êtes créateur de contenu, que vous passez des heures et des heures à bosser sur un écran. Je pense qu'on a fait le tour pour cette année-là, et on va pouvoir passer à la dernière génération appelée Tandem. Le tandem, comment vous résumer quelque chose qui est un petit peu compliqué à comprendre? En gros, je vous l'ai résumé ici. Le tandem, c'est comme si on empilait deux ampoules l'une sur l'autre pour éclairer le même pixel. Du coup, comme elles travaillent ensemble, donc en tandem, d'où le nom, ça permet d'avoir une luminosité plus importante. Et comme elles se partagent le travail, elles vont chauffer beaucoup moins, ce qui va augmenter leur durée de vie. Ce qui fait que les constructeurs estiment que les nouvelles dalles OLED ont une espérance de vie doublée vis-à-vis des précédentes générations, qui à chaque fois augmentaient la durée de vie déjà de la dalle. Ici, on a ce qu'on appelle le tandem OLED, c'est le nom marketing chez LG, et chez Samsung, c'est le Penta Tandem OLED. Pour une raison toute simple, c'est que Samsung, il y a 5 couches, donc Penta, parce que comme un pentagramme, en fait, ceux qui connaissent le Hellfest, ils voient très bien de quoi je parle, mais il y a 5 couches, d'où le nom est un petit peu différent. C'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. On entend souvent dire par abus de langage, ouais, c'est du tandem OLED, je veux du tandem OLED, mais Samsung aussi en a, c'est juste que c'est pas appelé tout à fait de la même façon. J'ai d'ailleurs testé un écran MSI, est-ce que je l'ai mis? Voilà, il est là. Un écran OLED de 5e génération. Oui, parce que du coup, il faut revenir là-dessus, c'est important. Je vous ai dit tout à l'heure que au tout début, en 2022, les écrans LED ont commencé avec du 21e chez Samsung. Ensuite, ils ont été un tout petit peu améliorés, et c'était tout. Voilà, littéralement, le 21e n'avait pas évolué depuis cette deuxième génération. Donc là, on passe de la Gen 2 à la Gen 5, le gain a été considérable, donc on passe d'un 175-240 Hz à du 360, donc on atteint les performances qu'on avait sur le G6, et surtout on passe aussi sur du display HDR True Black 500, avec en prime un nouvel agencement des sous-pixels, de nouvelles technologies pour le revêtement, donc vraiment cette 5e génération, qui est pourtant pour l'instant très difficile à trouver, il n'y a que MSI quasiment qui propose quelque chose, du moins qui est déjà commercialisé, je sais pas pourquoi, est-ce qu'il y a une exclue entre Samsung et MSI, je ne sais pas du tout. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, elle vous expliquera pas mal de choses. Mais en gros, tenez, voilà, je vous fais un gros plan sur ce petit schéma. On voit bien entre la première et la deuxième génération, puis la troisième avec la différence sur l'agencement des sous-pixels, puis la quatrième et la cinquième, avec justement un agencement qui est totalement différent, qu'on appelle en bâton, d'ailleurs, parce que c'est des traits, ça se rapproche beaucoup de ce qu'on a sur les écrans, par exemple IPS, et ce qui fait que maintenant le texte est encore un peu plus agréable à lire, ce qui n'a pas toujours été le cas avec les écrans OLED. C'est pour ça que les écrans QHD OLED, c'est encore aujourd'hui quelque chose que je recommande pas forcément pour un usage mixte, genre télétravail la journée et gaming le soir. Mieux vaut deux écrans côte à côte, un 4K 27 pouces IPS dans les 200 € et un QHD OLED dans les 500 €, plutôt qu'acheter un seul écran QHD à 700 € qui ne sera pas forcément adapté à tous les usages. Certes, les écrans OLED sont parfaits, du moins en QHD, pour du gaming, des films, des séries, mais pour de la bureautique, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Déjà, la densité de pixels, 109 contre 166 sur un 4K de 27 pouces, mais surtout que ce petit agencement des sous-pixels fait que les caractères sont un petit peu moins agréables à lire quand même. Ça reste très personnel, ça va dépendre de chacun, et surtout aussi de la profondeur de votre bureau. C'est sûr que si vous êtes à 50 cm de l'écran, vous n'allez pas distinguer les mêmes défauts que si vous êtes à 80 cm de l'écran. Pour ça, il faut faire la part des choses. Il y a eu énormément d'évolutions technologiques qui sont arrivées fin 2025, tout début 2026, donc encore une fois, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à cette vidéo pour en apprendre plus sur le sujet. Et on a surtout, je vous le mets là, les constructeurs qui montent drastiquement en gamme. On a le connecteur DisplayPort 2 points avec le protocole UHBR20 qui commence à arriver de plus en plus, avec du display HDR True Black 500 dans certains cas. Là, dans l'exemple, on est toujours sur du 400 parce que c'est une mise à niveau de l'écran 4K de 27 pouces de MSI. Mais on commence vraiment, vous voyez, avec le tandem OLED à 5 couches, on commence vraiment à avoir des produits qui sont matures, avec pratiquement plus de défauts, et ça c'est hyper intéressant. C'est pour ça que là, vous le voyez, c'est écrit en gros, QD OLED 4e génération, parce que ça, c'est pas le bento de l'écran qui est là. Alors, quand je dis bento, c'est parce que ça s'appelle comme ça. Quand vous avez un petit visuel comme ça, avec des cases
et toutes les caractéristiques dans les cas, ça s'appelle un bento, en référence à la bouffe, tout simplement. Et là, on voit bien que c'est de la 4e gêne, parce que là, on est sur du 16 neuvième. La 5e gêne, pour l'instant, c'est du 21 neuvième. Voilà, je sais que c'est compliqué, il faut retenir, mais voilà. C'est quelque chose que je peux donc vous alerter, du moins sur vous dire de faire très attention pour éviter de mélanger un petit peu les refs, les gammes, etc. Pour les mêmes raisons que je vous citais tout à l'heure. Attention aux appellations des constructeurs. Du coup, quels produits attendre? Je vous les ai listés là. Si vous voulez avoir aujourd'hui la 4e génération de dalles tandem OLED d'LG, vous avez toutes les refs qui sont ici. En moyenne, on est sur du QHD 27 pouces 280 Hz qui monte donc en display HDR True Black 500. On a des refs beaucoup plus perf avec du 540 voire du 720 Hz avec cette fonction Dual Hertz. LG a un modèle maison, ROG aussi, qui est particulièrement intéressant pour son revêtement. Et on commence également, alors ils ne sont pas encore commercialisés, mais ils ont été annoncés, les écrans 5K 2K en 21 neuvième. Je vais vous montrer là parce qu'il est quand même particulièrement intéressant, même s'il n'est pas encore dispo. Il n'y a pas de date d'ailleurs d'annoncer, j'ai un article à son sujet si vous voulez creuser un peu, mais apparemment il pourrait sortir pour l'été 2026, donc peut-être juin à peu près, vraiment tout début d'été. En gros, c'est ce modèle-là, son avantage, c'est qu'il reprend le format de la Alienware dont je vous ai parlé tout à l'heure, la Alienware IPS que j'avais sur le premier chapitre de la vidéo. Donc un format de petite taille, mais plus sur des écrans de 45 pouces comme LG proposait déjà en OLED, c'est du 39 pouces en 5120 par 2160, donc vous avez la même hauteur que sur un écran 4K, sauf que vous avez une largeur plus conséquente, avec 33% de pixels en plus que sur un moniteur 4K. Il embarque une courbure aussi un peu moins prononcée que l'écran de 45 pouces, il est incurvé à 1500R, avec du display HDR True Black 500, donc ce qu'il y a de mieux aujourd'hui en termes de luminosité, et toujours une fonction Dual Hertz. Il peut passer pas d'une 4K, mais c'est pas non plus une 5K, mais comment appeler ça? En gros, il peut passer du WUHD 165 Hz à du W Full HD 330 Hz, un peu comme tout à l'heure, le 480 qui était une évolution du 240 et ainsi de suite. C'est un très bon produit, du moins dans sa fiche technique. J'attends quand même de voir ce que ça va donner, parce qu'il parle beaucoup d'optimisation de scène avec l'intelligence artificielle. Je suis un peu sceptique, j'attends de voir vraiment ce que ça va donner avant de le recommander, mais en tout cas, sachez que ça existe du coup. On a aussi chez ROG, toujours chez ROG, pourquoi je dis chez ROG? Chez Samsung, les écrans 500 Hz que je vous ai listés là, un petit peu comme tout à l'heure, et en 21 neuvième, il n'y a toujours que MSI pour le moment, qui présente la ref mentionnée un peu plus haut. Maintenant, on va vite fait s'arrêter sur le revêtement. On en a déjà parlé tout à l'heure, donc ça va être plus court aujourd'hui. Mais en gros, aujourd'hui, vous aviez deux technologies différentes. Il y avait le semi-brillant, donc le QD OLED, particulièrement pénible à nettoyer, qui se raye aussi un peu plus facilement, et on avait le mat d'LG. Chacun ses avantages, chacun ses inconvénients. Je vous invite à reprendre les premiers chapitres de cette vidéo au besoin. Mais ROG est arrivé avec une autre technologie qui s'appelle le True Black Glossy, qui est hyper bien. Franchement, je lance pas des fleurs pour rien à ROG. En gros, vous avez un revêtement qui est vraiment noir. Il est très simple à nettoyer en plus, donc c'est particulièrement intéressant, mais il est vraiment noir. Donc on n'a pas du tout cette teinte violacée. On peut donc avoir des écrans WOLED ou tandem OLED sans le revêtement mat, donc on a une image qui est beaucoup plus précise. En revanche, c'est aussi de vrais miroirs, parce que comme il y a certes un très léger anti-reflet, mais pas au niveau d'une dalle mat, s'il y a des lumières derrière vous, ça va être très compliqué à utiliser. Mais comme là, c'est en fonction de l'environnement de chacun, voilà, c'est juste qu'il faut garder en tête. Il y a Gigabyte qui a aussi sorti quelque chose qui s'appelle le Real Black Glossy, qui n'est pas encore dispo. Il a été présenté avec le MO27Q28GR, qui est juste ici. On est sur un écran à 280 Hz en tandem OLED de mémoire, en display HDR True Black 500. Le truc, c'est que le True Black Glossy de ROG est très bien, mais il est exclusif à ROG, puisque c'est ROG qui l'a développé. Donc on ne peut pas acheter un écran MSI, Aorus ou autre avec cette technologie-là. Donc c'est bien que ça commence à avoir des équivalents chez d'autres constructeurs pour varier un peu le marché. Il y a aussi une nouvelle mention d'un revêtement qui s'appelle le Dark Armor Film, alors qui n'est pas propre à MSI. Attention, je sais que le marketing fait croire que c'est MSI, mais c'est pas du tout MSI. En gros, c'est un nouveau revêtement qui accompagne la 5e génération dalle 21 neuvième, qui offre des noirs 40% supérieurs et une résistance aux rayures 2,5 fois plus élevée. Et ça, c'est ce que j'ai déjà constaté dans mon test justement de l'écran qui était là. Donc il y a un chapitre entier là-dessus, n'hésitez pas à aller le voir où je compare avec d'autres écrans à côté. J'ai aussi une vidéo comment garder un écran OLED neuf sans micro-rayures, où je présente comment bien nettoyer différents types de revêtements sur le marché, que ce soit de l'OLED ou de l'IPS. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Mais c'est hyper intéressant de voir qu'il y a de plus en plus de choses qui existent.
Également, n'imposez pas votre choix, votre avis, votre décision, votre préférence à quelqu'un d'autre. On a tous des environnements différents, des préférences différentes, et au final, mat ou brillant, il n'y a que l'utilisateur qui peut choisir. Donc il n'y a rien à imposer à quelqu'un. C'est vrai que le mat, c'est plus adapté dans un environnement très lumineux. À l'inverse, le problème d'un revêtement mat, c'est ce que vous avez là dans cet extrait d'une vidéo d'Optimum. On a deux écrans qui affichent la même image. On voit que sur le mat, vous avez un halo de lumière qui est beaucoup plus diffus que sur le brillant. Alors certes, on voit un petit peu mieux dans cette zone-là sur le centre que ici. En revanche, ici, le reflet est beaucoup plus net, ce qui fait que paradoxalement, c'est beaucoup plus lumineux, donc on voit moins là où il y a la lumière, mais on voit beaucoup mieux autour de la lumière. Et là, pareil, ça dépendra de plein de choses. Ça dépendra si vous avez un écran qui est monté sur un bras ergo, ça dépendra s'il est incliné en avant, en arrière, si vous avez des sources de lumière à gauche, à droite, derrière. Voilà, c'est très pénible comme sujet, mais il faut vraiment prendre le temps de regarder votre environnement et de pas forcément, même si c'est important d'écouter les avis des autres, mais de pas forcément écouter aveuglément ce qu'on va vous dire. Là, on a un autre exemple de revêtement avec du brillant ici et du mat ici, et on voit qu'à droite, les couleurs ont un petit peu plus de peps, les contrastes ressortent un petit peu mieux. Regardez au niveau de la teinte de marron et de bleu, regardez au niveau des noirs derrière, où là, ça a l'air d'être un peu plus gris, un poil plus terne. Voilà, c'est pour ça, c'est préférence perso. Moi, si je ne pouvais, je ne prendrais que des écrans brillants. Je déteste les écrans mat, vraiment, je ne supporte pas ça. Je trouve que l'image est pas belle, c'est pas naturel, c'est pas fou, mais c'est une préférence perso. Du coup, pour le bilan, qu'est-ce que vous pourriez retenir de cette vidéo? Que c'est compliqué. C'est normal d'être perdu, c'est pas vous qui êtes bête, c'est pas les vendeurs qui sont incompétents, c'est juste que aujourd'hui, plus de 23 marques différentes qui proposent des écrans qui viennent de 2 constructeurs différents avec 5 générations de produits différents. C'est normal que ce soit compliqué. On a des fiches produits qui ont des erreurs, on a des fiches vendeurs qui ont des erreurs. Comment vous voulez que des gens qui n'y connaissent rien soient perdus? Donc c'est normal si vous n'êtes pas à l'aise avec le sujet. N'hésitez pas, je vous le disais tout à l'heure, reprenez la lecture de cet article à tête reposée. Il y a aussi un endroit spécialement dédié à ça sur mon Discord avec un système de tickets que vous pouvez ouvrir. C'est gratuit, c'est illimité. Il y a un petit formulaire pré-rempli que vous pouvez copier-coller dans lequel vous pouvez me décrire votre besoin et c'est moi, il n'y a que moi qui traite les tickets. Je vous trouve la référence qu'il vous faut. Généralement, je vous réponds dans les heures qui suivent le ticket, maximum dans la journée parce que j'ai aussi une vie et un travail à côté de YouTube. Je fais ça sur mon temps perso. Mais n'hésitez pas, vous aurez toujours une réponse. Je travaille pas mal avec Cybertech, il y avait aussi un petit peu avec Amazon parce qu'ils sont quand même très connus, mais j'ai pas mal de liens aussi de promos sympas avec Cybertech, donc ça peut valoir le coup aussi de regarder ce qui se fait ailleurs. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que les réponses qui peuvent l'être. N'hésitez pas à vous renseigner, à regarder les autres vidéos que je propose qui expliquent beaucoup plus de choses sur la luminosité, le DisplayPort 2 points, les revêtements, les contrastes, les connecteurs, des tests d'écran, il y a plein de choses. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, un petit commentaire avant de partir dans l'espace commentaire, ça me fera plaisir et ça aidera au référencement de cette longue vidéo. Et encore, vous avez eu des cuts. Moi, j'ai 2 heures de tournage derrière. J'en ai marre. Mais du coup, n'hésitez pas, un petit commentaire, ça fait plaisir. Et j'espère vous retrouver très bientôt sur ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. C'était Noix de Citron et salut tout le monde.